J'ai des difficultés à croire qu'avec le modèle organisationnel qu'on a, là, avec la gouvernance qui s'exerce uniquement dans une direction, du haut vers le bas, là, je me répète, j'ai de la misère à croire que nous ne vivrons pas des problèmes très, très importants de personnel dans un très, très proche avenir. Très, très proche avenir. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je reçois cette semaine, pour la deuxième partie de son entrevue, Dr René Roux, spécialiste en médecine interne, ancien président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec et récipiendaire en 2012 du prix Osler pour l'ensemble de sa carrière. Si vous avez écouté l'entrevue de la semaine dernière, vous avez réalisé à quel point Dr Roux a une expérience et une vision unique sur le système de santé québécois. Vous savez également à quel point j'apprécie les entretiens avec Dr Roux et je vous propose ici la suite de l'entrevue qu'il m'a accordée il y a quelques semaines. Bonne écoute. Docteur Roux, vous avez qualifié la création du CIUS de Mauricie, Centre du Québec, de gâchis. Vous avez même parlé d'incurie. Mais c'est un gâchis dans le sens que ça l'a carrément éloigné le pouvoir décisionnel des travailleurs. Puis quand je parle des travailleurs, là, je ne parle pas seulement des infirmières auxiliaires, de ceux qui font l'entretien des bâtisses. Là. Je parle des médecins spécialistes. Là. Alors, dans ce sens-là, les voies de communication, ils sont existantes, mais ils sont très opaques. Là. C'est pas fonctionnel, ce que tu vas faire. Alors, le gâchis, c'est que les gens, mettons, on va parler pour les médecins, nous autres, les chirurgiens, s'ils ont des doléances à faire, ils ne savent même plus à qui s'adresser pour les faire. Et puis, ils n'ont pas de moyens d'intervention. Ils ne voient pas de solution aux problèmes les plus simples. Tout est devenu compliqué. Là. C'est dans ce sens-là que c'est un gâchis. C'est dans le sens de la gouvernance. Et une gouvernance hyper centralisée qui a eu comme conséquence de détruire le sentiment d'appartenance. Alors, les gens, en fait, ils travaillent, mais ils ne savent plus pour qui ils travaillent. Puis non seulement ils ne savent plus pour qui ils travaillent, puis à un certain moment, quand il arrive là, des problèmes d'effectifs, bien là, tu les obliges à aller travailler. Je l'ai déjà écrit dans une lettre. Tu sais, quand il est 16h45 à peu près de l'après-midi, tu es à la salle d'urgence d'un grand hôpital qui n'était pas Drummondville, et qu'on annonce au micro que tout le personnel en place doit rester par manque d'effectifs pour le quart de travail qui s'en vient, et que tu vois l'infirmière qui se met à pleurer parce qu'elle n'a pas de solution pour aller chercher son enfant qui est à la garderie. Ben, je vais te dire, là, ça c'est suicidaire pour un milieu de travail. Alors, le milieu de travail, l'hôpital, c'est un milieu de travail. Si les PME, n'importe compagnie plus grosse qu'une PME,
avaient un comportement semblable face à leurs employés, je te l'ai dit, là, ils fermeraient boutique. Alors, ils sont encore chanceux, les hôpitaux, de pouvoir fonctionner. Mais on fonctionne, bien des hôpitaux, on fonctionne avec des étages en moins. Là. Je ne nommerai pas. Je parlais dernièrement à quelqu'un. Là, écoute, le 9e étage était fermé par manque de personnel. Puis un autre étage, tout le service en néphrologie, par exemple, les lits de néphrologie avaient été aussi fermés. Donc, leurs patients étaient éparpillés ailleurs. Donc, ça, c'est pas propre à Drummondville. Là. C'est propre à bien d'autres endroits. Là. Mm-hmm. Alors, mais ça, c'est quelque chose qui s'est installé très, très, très lentement, qui s'est installé dans le temps. Et puis, que les gens ont peut-être vu s'installer, j'ose croire qu'ils ne l'ont pas vu, parce que s'ils l'ont vu, ils auraient dû apporter des mesures correctrices là, pour empêcher que ça empire. Mais quand même, ça s'est installé lentement. Et le fait d'avoir éloigné la gouvernance du plancher, c'est certainement une grande cause là, à ce qu'on vit actuellement. Là. Alors là, en parlant de cela, là, on voit le ministre Dubé qui veut installer sa superstructure. Moi, je regarde ça, puis je me dis, ça peut être du bon sens si c'est limité uniquement à la gestion, à la gestion et à l'organisation, mais il ne faut pas absolument pas que ça ait une influence sur l'organisation des soins. Là. Mais si c'est uniquement pour de la grosse gestion, là, ça a un certain bon sens. Surtout quand il dit qu'ils vont engager des experts. Des experts. En tout cas, des gens du privé qui connaissent la business. Là. Parce que nous, finalement, quand tu regardes l'ensemble de notre système au Québec, là, c'est un peu du inbreeding. Hein? Alors, un peu de la consanguinité. Là. Tu ne deviens pas PDG si tu as travaillé chez Cascade. Hein? Non. Tu ne deviendras pas PDG ni PDG adjoint là, si tu as travaillé déjà dans un poste administratif pour une grosse compagnie. Là. Tu deviens PDGA si tu as commencé par travailler dans le milieu. Et puis après ça, tu vas devenir PDG. Mais là, tu as commencé à travailler dans le milieu, tu as grandi dans le milieu, tu as côtoyé des gens du milieu, tu as eu du inbreeding tout le long de ta carrière. Tu as partagé exactement les mêmes contraintes, les mêmes complications que l'ensemble du milieu. Et là, finalement, tu arrives PDG, là, tu sais, là, et puis là, tu te dis, mais mon Dieu, ça serait-tu le fun un peu si c'était quelqu'un qui venait d'un autre milieu, avec une autre façon de voir, tu sais, et puis qui serait capable de remettre en question des politiques, là. Mais je pense pas qu'ils sont capables de remettre en question des politiques. Puis là, ce qui est arrivé du côté administratif, c'est que quand moi j'ai commencé à travailler, en 1976, en 1980, en 1987, tu étais capable d'entrer dans le bureau du directeur général. Puis lui dit, écoute, ça n'a pas de mot à dire de bon sens. Je me rappelle d'être entré dans le bureau du directeur général parce qu'il y avait un problème avec le microscope pathologiste. Il y a un microscope, quand il faisait l'ajustement avec ses micros... qu'est-ce que c'est, ces micros? C'est lentilles. C'est lentilles. Quand il a misère à faire l'ajustement à haute définition. T'sais. Là, il se plaignait, son microscope était carrément dépassé. Alors, j'étais rentré dans le bureau du directeur général, puis j'avais dit, monsieur le directeur général, vous allez lui acheter un microscope, exactement le microscope qu'il veut avoir. Je vous le dis, hein, lundi qui vient, s'il n'a pas son microscope, je vais monter au 7e étage de l'hôpital, je vais ouvrir la fenêtre après avoir fait venir les journalistes et je vais lancer son microscope en bas de l'hôpital. Et là, oh ouais, c'était M. Bastida. Et puis là, je dis, M. Bastida, vous me connaissez et vous savez que je suis capable de le faire. Il dit, oui, ça n'a pas de bon sens. Il avait eu son microscope. T'sais. En tout cas, donc c'est ça, le pouvoir est complètement disparu des centres, des milieux locaux. Là. Et puis, ben, les gens se cherchent. Et puis, si ça va mal, ça va aller encore mal.
j'ai de la misère à voir comment est-ce qu'on va s'en sortir, s'il n'y a pas des changements très, très, très importants dans la gouvernance. Moi, ma crainte, je vous dirais, parce qu'il y a encore des très bonnes choses dans le système de santé québécois, là, dans l'ensemble, mais j'ai peur que les très bonnes choses qui restent soient anéanties par toutes les mauvaises choses qui sont en train de pousser, là, par la mauvaise herbe là, qui pousse à gauche puis à droite. Là. Pour paraphraser un peu à l'inverse, Bill Clinton, à l'époque, il disait du gouvernement américain, il n'y a rien aux États-Unis de mauvais qui ne puisse être réglé par ce qui est bon dans le système américain. Mais là, j'ai comme l'impression, à certains égards, que le contraire pourrait arriver. Là. Comme si on était resté, vous parliez tout à l'heure de la Révolution tranquille, là, on a l'impression qu'en dedans de peut-être 10 ans, dans les années 60, tout a été fait, puis là, on a surfé là-dessus en se disant on est bon, on est beau. Puis là, finalement, on se retrouve en 2023. Il me semble que les grandes pans de notre société sont un peu, beaucoup chambranlants. Là, vous parliez de la santé, l'éducation. Il me semble qu'il manque une espèce de gestion de bon père de famille là, au niveau global, de centrer les priorités. Puis vous parliez également d'inbreeding, mais la tendance naturelle de tous ces systèmes-là, c'est l'hypertrophie. Là. Ouais. Ça, c'est une chose. Puis deuxième élément, il y a une autre règle de gestion qu'un gestionnaire ne va jamais mettre en place une réforme qui menace sa propre position. Donc, c'est voué à l'hypertrophie constante, un système comme ça? Ou... En fait, c'est très, très, très dangereux à partir du moment où tu penses que tu es bon. Et puis, oui, c'est ça, c'est très, 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 très dangereux. Et que conséquemment, tu ne penses plus à changer puis à innover. Mm-hmm. Et souvent, je suis un petit peu surpris de voir nos politiciens dire comment est-ce qu'on est bon. Alors, non. Que les autres disent qu'on est bon, là, ça c'est parfait. Mm. Mais que toi, tu penses que tu es bon et que toi, tu répètes que tu es bon. Il peut arriver à un certain moment où tu ne penses plus à innover puis à changer. T'sais. C'est certain qu'on a un système, je pense au Canada et au Québec, qui, en tout cas, moi, si on parle des limitations de notre système de santé, et on pense au système de santé américain, au global. Au global, pas sûr que je changeais pour le système de santé. Il y a des points d'excellence, effectivement, ce serait le fun si on pouvait y arriver. Là. Mais la grosse base, là, je pense que c'est encore mieux d'être dans notre système que dans le leur. T'sais. Alors, moi, j'ai une sœur qui est anesthésiste, elle travaille dans un hôpital privé en Hawaï, ça fait des années. Elle était au Walter Reed Hospital avant. Alors, mon beau-frère, qui est endocrinologue aussi là-bas, mon garçon, là, qui a fait 2 années de fellow à Philadelphie, des fois, il me racontait comment ça fonctionnait. T'sais. Alors, eux autres, ils pouvaient mettre un pacemaker parce que si tu ne le mettais pas, tu perdais le client. T'sais. Alors que nous, on ne fera jamais ça. Mm-hmm. Nous, absolument, nos actions sont plutôt basées sur des points objectifs. Là, alors, on ne fonctionnerait pas tout à fait comme ils fonctionnent. L'accessibilité, ici, on a beau la décrier, comme par exemple l'accès à la première ligne, etc. Là. Mais elle est quand même gratuite et ceci est extraordinaire. Il faut la garder gratuite. Mais c'est un modèle, je pense. Écoute, je ne sais pas trop qui est fautif là, dans le fait que notre modèle ne puisse pas répondre à la demande là, de la population. Est-ce que c'est uniquement des politiques gouvernementales? Est-ce que c'est uniquement des politiques de gestion hospitalière? Est-ce que nous, les médecins spécialistes, par exemple, on est aussi en partie responsables? Exemple, peut-être que si on s'était impliqué davantage et puis qu'on avait proposé des solutions. Moi, j'étais longtemps à la Fédération des médecins spécialistes, comme je le disais précédemment. Et puis, on s'est comporté pendant bien des années comme un syndicat revendicatif. Là.
Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, adopter une politique, grande politique de collaboration? Remarque qu'on l'a peut-être fait, puis peut-être que le gouvernement n'était pas réceptif non plus. Je ne peux pas en parler plus que ça. Mais il y a certainement, quand une organisation ne fonctionne pas de façon idéale, et c'est rare qu'on va trouver un seul responsable. Hein. Bien souvent, il y en a d'autres. Mhm. Ça peut être au niveau de l'implication, au niveau des idées, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Avec tout ce que l'on a dit dans la dernière heure, où voyez-vous le système de santé québécois dans 20 ans? Ne serait-ce que certains grands enjeux comme la médecine privée, disons. Fondamentalement, disons que, comment je dirais ça, ça serait plutôt de façon familiale, la façon dont moi j'ai été élevé. Il est certain que j'espère que le système va rester fondamentalement public. Mhm. La grosse partie, d'après moi, il faut que ça demeure complètement public. Si ça reste public, il faut absolument que ce public-là soit capable de créer de la compétition. En ce qui concerne le régime public, moi, je pense qu'il faut laisser, il faut garder ça le public le plus possible. Mais deuxièmement, c'est certain que le régime public, il faut que tu le mettes en compétition, c'est-à-dire un hôpital par rapport à l'autre, un service de chirurgie par rapport à un autre service de chirurgie. Il faut absolument trouver une façon de créer de la compétition faisant en sorte que les gens vont augmenter leur productivité. Là. Mm-hmm. Alors, pour le privé, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de place au privé. Probablement des hôpitaux. Je conçois très, très bien, moi, un hôpital chirurgical qui est privé. Alors, qui est privé, dans le sens que toute l'administration est entièrement privée. Et puis, le budget est octroyé par la province de Québec. Elle est octroyée au prorata des chirurgies qui y sont faites. Mm-hmm. Alors, le patient, lui, là-dedans, par exemple, c'est complètement gratuit. Alors, puis le médecin, lui, à l'intérieur de ça, il est complètement il est payé par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, c'est la structure qui est entièrement privée. Alors, exemple, tu fais des prothèses de genoux au privé, tu fais des prothèses de hanche au privé. Naturellement, il va y avoir une sélection. Tu vas faire des prothèses de genoux, prothèses de hanche, ou tu peux les faire en 24 heures, où le patient va rester seulement une nuit à l'hôpital. Tu sais. Mm-hmm. Alors, la chirurgie bariatrique, c'est pas un problème. La majorité des chirurgies, toutes les chirurgies inguinales, tu peux les faire aussi en chirurgie d'un jour. Tout ce qui se fait en chirurgie d'un jour. Tu connais ça plus que moi, là. Oui. Alors, moi, je verrais très, très bien qu'il puisse y avoir des petits hôpitaux soins privés. Et tu payes l'hôpital, qui est à but non lucratif, tu payes l'hôpital au per diem. Comment ça te coûte une hanche, comment ça te coûte un genou. Et puis, l'hôpital s'organise, elle, pour engager le personnel qu'il pense avoir besoin, selon ses propres normes. Ça créerait certainement un peu de compétition. Il y a des avantages de ça, c'est que naturellement, tous les patients qui sont plus faciles vont se retrouver dans ce milieu de pratique-là. Tu sais, les patients qui sont un petit peu plus compliqués, exemple, qui sont vieux, qui ont des comorbidités, tu veux leur faire un genou, tu vas leur faire une hanche, tu ne le feras pas là, tu vas le faire dans le milieu public, là, donc il va y avoir une certaine distorsion entre les deux. Là. Mais je pense que dans le privé, tu pourrais fonctionner très, très, très bien. Et c'est la structure qui est privée, c'est à but non lucratif, mais c'est pas le patient qui paye. C'est pas le patient qui paye. Non. Je pense qu'il y aurait de la possibilité de le faire assez facilement même, assez facilement. Mais il faut être bien sûr que tu connais ton per diem. Mm-hmm. Si tu ne connais pas le per diem de ce que tu fais,
c'est difficile à créer, ça, des structures semblables. Mais je verrais ça, personnellement. Je verrais aussi les hôpitaux, mettons, la construction d'un nouvel hôpital où, attenant à cette construction-là, il y aurait comme une espèce de petite hôtellerie, mettons comme 30 lits, 20 lits, tout dépend de la grosseur de l'hôpital. Ou, exemple, un genou, une hanche, là, le patient, quand il sort du bloc opératoire, s'il va bien, là, il s'en va tout de suite dans cette espèce de petite hôtellerie. Tu n'as pas du tout le même setup. Là, tu as des gens bien ordinaires. Tu n'as pas d'infirmier, tu n'as pas d'infirmière. C'est une hôtellerie, mais qui est adjacente à l'hôpital, de telle sorte que le lendemain, mettons que tu gardes une journée ou deux, les gens de la réhabilitation, ils vont un tout petit peu. S'il faut que le médecin passe, il y va. Mais théoriquement, c'est tout simplement un petit peu d'hébergement pour supporter le patient 24-48 heures. Il y aurait moyen certainement d'organiser une structure originale qui permettrait de faire en sorte que ton patient, qui n'est peut-être pas parfait pour retourner à la maison, il n'a pas nécessairement besoin de soins hospitaliers, donc d'un lit intra-hospitalier. Il a besoin d'une ressource qui est entièrement différente. Un peu de surveillance. Une ressource de support. Ça serait certainement quelque chose à imaginer et à organiser qui coûterait beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Docteur Roux, pensez-vous qu'on se prépare adéquatement au vieillissement de la population? Je pense que le problème avec la population, c'est que c'est ça, c'est qu'elle vieillit beaucoup en pourcentage. Là. Écoute, j'ai de la misère à répondre à cette question-là. J'ai de la misère à voir l'organisation des services pour les personnes en perte d'autonomie. C'est certain qu'il y a une bonne partie de la population qui n'est peut-être pas capable de demeurer à la maison, s'occuper de tout. Là. Si tu leur donnes une bonne structure, tu les encadres avec des services, exemple de physiothérapie, tu pourrais les faire fonctionner longtemps dans un tel milieu avant les héberger. L'hébergement devrait être la solution, là, la dernière des solutions envisagées. Là. Et non la première. Tu te rappelles, à Drummondville, il y avait des gens qui étaient hébergés, là, puis ils allaient se promener, ils allaient faire la petite marche sur le trottoir. Là. Alors, tu sais, c'est pas... Ça coûtait une fortune, ça. Tu les gardais en hébergement, puis ils allaient faire la petite marche en ville. Si on a vu ça, là. Mais j'ai de la misère à répondre à cette question-là. J'ai de la misère à répondre à cette question-là. Le contrôle de l'accroissement des coûts, vous voyez ça comment? Bon, mais ça ici, l'accroissement des coûts. Il est certain que
la limitation de l'accroissement des coûts, ça passe par deux volets essentiels. Premièrement, il y a certainement l'éducation du monde médical. Leur apprendre que les prises de sang et les examens, ça n'améliore pas un patient. Ça assure un suivi, mais ça n'améliore pas un patient. Là, alors, il y aurait certainement une formation, une éducation à faire faisant en sorte que on puisse offrir une qualité de soins, mais avec beaucoup moins d'examens que ce qu'on fait actuellement. Naturellement, il y a aussi l'organisation des services. Là. Exemple, si on était mieux organisé, puis on offrait nos services de façon pyramidale, je pense que les omnipraticiens seraient capables d'offrir beaucoup plus de services qu'ils offrent actuellement. Il faudrait que certains autres services de suivi, comme pour l'hypertension, comme pour le diabète, soient carrément distribués ou partagés avec d'autres spécialistes. Là. Exemple, nutritionnistes, infirmières spécialisées. Tu décharges un suivi à des gens qui sont capables de le faire. Tu n'es pas obligé d'être docteur pour ajouter l'insuline, tu sais. Alors, tu n'es pas obligé d'être médecin pour parler de diète, là. Alors, donc, le médecin, tu consacres son temps à des tâches qui sont plus essentielles. Et je pense que les médecins de médecine générale pourraient offrir encore plus de services qu'ils offrent actuellement, en autant qu'on puisse les décharger de certains services de base. Là. Quand on arrive à la médecine spécialisée, c'est une question d'organisation, une question de structure aussi. Là. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on envisage... j'ai de la misère à croire qu'un patient puisse être suivi par un cardiologue, un pneumologue, un gastro-entérologue, puis un interniste en même temps. J'ai bien de la misère à croire ça. Il pourrait y avoir à l'intérieur de notre structure un mode faisant en sorte qu'il y a un chef d'orchestre et c'est peut-être lui qui distribue qui doit voir tel patient à telle occasion, etc. Là, il y a une multiplication des actes là, qui sont posés, mais sans nécessairement concertation. Là. Alors, les patients peuvent être suivis par 3 ou 4 personnes différentes. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais il faut revoir ce modèle organisationnel. Là. On a l'impression aussi que le panier de services s'accroît sans cesse. Là. Il y a de plus en plus de traitements, mais est-ce qu'il ne faut pas, comme société, tenir la réflexion que si on ajoute des choses au panier de services, il faudrait peut-être penser à en retirer ou on laisse ça grossir sans contrôle? Là? Écoute, bon, donc, les services, les différents services, peu importe lesquels, il faut s'assurer qu'ils soient offerts. Bon. Et puis, par contre, il faut faire une différence entre l'offre du service et le suivi du service. Là. À un certain moment, il y a peut-être trop de suivi par des gens qui pourraient ou ce n'est pas nécessaire pour eux d'assurer le suivi. Okay. Le suivi serait fait par d'autres personnes, ça irait aussi bien. T'sais. Alors, donc faire une différence entre celui qui offre et celui qui suit. Je pense que l'offre de service ne devrait jamais être restreinte. Au contraire, elle devrait toujours s'ajuster à tout ce qui est disponible dans le monde entier, et cela au mieux. Mais avoir accès, et c'est une chose, puis d'avoir un suivi, c'est une autre chose. Là. Le suivi, c'est une tarte qui est beaucoup plus grande que l'accessibilité ponctuelle. Mm-hmm. Alors, il y a certainement une organisation à faire là, pour s'assurer que lorsque tu as besoin d'un service ponctuel, que tu l'as, mais que la personne qui t'offre ce service ponctuel n'est pas nécessairement la personne qui devrait
assurer le suivi. Puis même les gens qui assurent actuellement le suivi, mettons, on peut parler comme des spécialités de base comme médecine interne, c'est pas nécessairement vrai que c'est à eux d'assurer certaines formes de suivi qui pourraient peut-être être faites par des infirmières spécialisées. Il y a peut-être à revoir une espèce de petit peu de ce mode organisationnel, de ce mode de fonctionnement-là. Mm. Il y a du ménage à faire là-dedans, parce que n'importe qui, suivi par n'importe qui, les patients peuvent avoir 3 ou 4 médecins. Je pense pas que ce soit une nécessité que d'avoir 3 ou 4 médecins pour assurer le suivi d'un patient. Ça, je pense que c'est de la mauvaise organisation. Mais vous ne pensez pas qu'on pourrait, comme société, avoir une certaine discussion sur... parce que vous dites, à partir du moment où un service est disponible, il devrait être offert. Là. Mais comme société, il n'y aurait pas lieu, même pour le bien-être des gens, puis pour la qualité de vie, d'avoir une discussion, par exemple, sur l'intensité des soins en fin de vie, où parfois on a l'impression qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mises, parfois pour prolonger la vie au détriment de la qualité de vie, ou... quand vous dites à partir du moment où un soin est offert, certaines formes de traitement sur des maladies dont le pronostic est inexistant, vous avez sûrement aussi vu passer parfois des patients qui sont grabataires avec des fractures de hanche, des arythmies, chez qui on va faire des chirurgies, puis on se questionne peut-être la pertinence pour le patient, puis pour le système, je ne sais pas. Tu me fais penser à ce que William Osler disait, c'est... un bon médecin s'occupe du patient, puis un moins bon médecin s'occupe de la maladie. C'est certain que s'occuper du patient, ça peut faire en sorte à un certain moment qu'il y a des affaires qui ne sont pas essentielles. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là, et qui n'ont pas besoin d'être faites. Là. Mais moi, je pense qu'on a un malaise comme clinicien, globalement, ou comme société. Là. Je veux dire, je suis parfois surpris de rencontrer des gens à un grand âge, là, qui n'ont pas eu encore la réflexion là, sur leur niveau de soins, par exemple, ou ce qu'ils feraient dans telle circonstance, ou qui arrivent peut-être, je vous dirais, des patients parfois là, au-delà de 80 ans, 85, 90, surpris, par exemple, d'apprendre qu'ils ont une maladie. Là, c'est comme si la finalité de la vie, comme disait John McCain, l'ancien candidat à la présidence américaine, il disait « Nobody is getting out of here alive ». On va tous... Mais je ne sais pas si c'est pas collectif, ça, cette espèce de vision-là. Je sais pas. C'est peut-être plus une question d'éducation, mais j'ai l'impression aussi qu'on est dans un modèle où je pense que si tu consultes des spécialités qui ont des approches plus générales, exemple les omnipraticiens, exemple les internistes, les pédiatres, ça compte pas, là, parce qu'ils ont beau être très, 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 très généraux, là, mais leur population est plutôt jeune. Mm-hmm. Mais quand tu regardes, c'est comme, exemple, les spécialités de base, médecine interne, puis la médecine générale. Il est certain que l'approche, théoriquement, elle va être plus globale que si tu vas voir un surspécialiste. Le surspécialiste, il va avoir une tendance à régler le problème de sa surspécialité. Mm-hmm. Je n'irai pas jusqu'à dire sans jamais tenir compte de l'ensemble. C'est pas vrai. Non, non. Parce qu'ils tiennent très, très compte de l'ensemble. Tout aussi, à fait. Là. Mais là, toi, tu parles un petit peu de la pondération, finalement, entre les différents problèmes et puis est-ce qu'on adresse une réponse là, à chacun des problèmes ou est-ce qu'on y va par pondération et puis finalement, il arrive un ensemble où tu mets le pied sur le frein. Là, Ben, c'est parce que je me dis, éventuellement, il faut quand même réaliser que la tarte, elle a une grandeur définie, là, à moins qu'on accepte de l'étendre sans cesse avec plus de taxation puis avec une fiscalité qui est plus sévère. Mais éventuellement, l'argent qu'on met dans l'onglet A des soins, on ne pourra pas le mettre dans l'onglet B. Là, c'est là que je reviens à la gestion de bon père de famille, là, puis de dire,
on aimerait ça, tout faire pour tout le monde, dans toutes les situations. Mais on est quand même dans une situation où il y a des enfants qui vont à l'école là, au Québec le matin sans manger. Puis, je veux dire, quand on met tout ça ensemble, puis l'argent de la santé compétitionne avec l'argent qui est donné à un festival régional là, de lancer là, du sac de sable, je veux dire, c'est tout le même argent, ça, là. Écoute, je pense qu'il faudrait quand même éviter, si possible, qu'un patient nécessitant vraiment un soin qui peut changer quelque chose naturellement dans son devenir, Exactement. que puisse se voir refuser cet accès de soins-là. Ça, je pense que c'est essentiel. Peu importe l'âge, il y a quand même des gens, des fois, qui vont être opérés à 92 ans, puis ils vont vivre encore jusqu'à 100 ans. Puis il y en a d'autres qui vont être opérés à 40 ans, puis ils vont mourir à 45. Ah, tout à fait. Alors, donc, il ne faut peut-être pas que le critère de l'âge en soi soit un critère absolu, mais bien sûr, la condition générale devrait l'être. Ça, c'est plus que certain. Je pense qu'il est très, très, très important. Peut-être qu'on ne le fait pas. On a déjà été formé pour le faire, pondérer nos actions en fonction des problèmes. Elle m'a donné un exemple. Là, je me rappelle de quelqu'un, et puis, pour pas que je sois identifié, c'est même quelqu'un qui était assez important dans la société. Là. Et puis, il y avait une sénose aortique sévère. Et moi, personnellement, en raison de l'ensemble des autres problèmes, mon Dieu, j'étais pas tout en faveur qu'il puisse avoir un remplacement de valve aortique, on l'oublie, même une dilatation par ballon, là, moins efficace en passant, mais quand même, je n'étais pas en faveur de ça. Et puis, une endoprothèse qui s'installe quand même relativement facilement. Mais je n'étais pas tellement en faveur de ça non plus pour lui en raison de sa condition générale. Tu sais. Il y avait un problème là, de malfonctionnement, de démence, et puis, en tout cas, on était vraiment intervenu là, pour que le traitement soit médical. En passant, il a quand même vécu 6 ou 7 ans. Il est mort de sa démence et non pas de sa valvulopathie aortique. Alors, c'est certain qu'il faut pondérer nos actions en fonction de la condition générale du patient. Peut-être que ce n'est pas fait assez souvent sur une base assez régulière. Là. Mais quand même. Mais pensez-vous qu'un politicien aurait le courage d'amener ce débat-là sur la place publique? Moi, je pense que non. Là. Oh, je pense pas. Non, c'est ça. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce serait à lui de le faire. Hein. Ce serait peut-être plus au monde médical aux associations. Ouais. La société en général, peut-être pas peut-être le collège à partir de sociétés savantes. Je pense, en tout cas, qu'on a quand même un bon système. Je pense que la qualité est vraiment, vraiment présente dans le système, puis aussi à tous les niveaux. Là. Que ce soit infirmier, que ce soit médecine générale, que ce soit médecine spécialisée. Je crois que des ressources, on en a. Peut-être qu'on peut en déplorer ponctuellement, mais quand même, on en a beaucoup. Là. Le problème qu'on a, c'est probablement une juste gestion de ces ressources-là. Et particulièrement actuellement, moi je pense qu'on a un problème épouvantable de la gestion du personnel. C'est vraiment la gestion de la première ligne. Là. J'oublie, c'est pas médical, là, c'est infirmier, infirmière. Notre problème est vraiment là. Ceci, pour cette gestion de première ligne, on a un gros problème d'organisation médicale. Quand je pense d'organisation, je fais référence à la gouvernance. Une gouvernance qui, depuis 20 ans, s'est carrément éloignée du milieu.
ça s'est éloigné du patient, mais ça s'est éloigné de son milieu de vie. Et là, c'est rendu à des niveaux, comme dans notre région, quand même, Drummondville-Latuc, là, quand tu regardes ça, le centre Trois-Rivières, c'est très, 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 très éloigné du patient. Et puis, il va falloir un jour qu'on ramène ce pouvoir décisionnel beaucoup plus près du médecin qui assure le service et bien sûr du patient qui le reçoit. Je ne pense pas qu'on puisse continuer dans un territoire aussi vaste que le Québec, là, avec des structures comme des CIUS, là, où effectivement, tu as une distance phénoménale entre le pouvoir et le service. Mm-hmm. Ça n'a aucun bon sens que ça reste comme ça. Alors, la commission Hitler, écoute, ça fait déjà 20 ans de tout ça. Eux autres, naturellement, ils avaient abouti, c'était surtout à propos des services de première ligne, comme par exemple les GMF qui ont été mis en place. Et surtout, ils ont regroupé le pouvoir administratif, là, comme par exemple, nous, on avait un CHSLD avec son conseil d'administration, un CLSC avec son conseil d'administration, puis on avait un seul hôpital avec son conseil d'administration. Donc, finalement, il a jumelé tous les conseils d'administration en un seul conseil d'administration. Donc, une espèce d'organisation là où ça se parlait. Je pense que ça a été extraordinairement bénéfique. Mais depuis cela, c'est qu'on a assisté au développement des CR3S dans les années 2003 à peu près. Comme son c'est 2003. Puis après ça, on a assisté à la formation des CIUS en 2015. Alors, là, le pouvoir dont je viens de parler, là, c'est carrément éloigné du pouvoir décisionnel. Quand je parle du pouvoir décisionnel, du pouvoir qui assure le service aux patients. Alors, ça, il faut faire absolument un mouvement inverse là-dessus. Tu ne peux pas continuer comme ça, éloigner la gouvernance. Ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Il faut que tu te rapproches du patient. Là. Puis, la deuxième chose, il faut que tu trouves une façon de mettre les gens en compétition, ce qu'on avait dit quand même précédemment. C'est ça, les gens en compétition, ça veut dire que chacun a une espèce de budget et chacun essaie de rendre le meilleur service possible avec le budget dont il dispose. La compétition. On n'a pas de compétition. Avec tout ce qu'on a dit, si je voulais ça, si vous pouviez, avec tout ce que vous m'avez dit, changer une chose par magie dans le système de santé, ce serait quoi? J'ai l'impression que la réponse, je la connais, mais... c'est ça, la décentralisation. Exact. La décentralisation rapide, ramener le pouvoir local et trouver une façon de créer de la compétition entre les différents acteurs de l'offre de service. Oui, uniquement. Ouais. Si vous pouviez rencontrer une personne dans le monde aujourd'hui, ce serait qui? Vivante ou décédée? Eh mon Dieu! Écoute, c'est incroyable, là. Mais je te dirais que ça serait... ça peut-être Bill Clinton. OK. Ouais, peut-être Bill Clinton. Mais pour quelle raison? C'est comme... Bon, j'ai toujours perçu comme quelqu'un qui était avant-gardiste, comme quelqu'un qui était plus libéraux que conservateur. Et puis, je pense comme quelqu'un qui avait aussi une personnalité flamboyante. Là. Ah, tout à fait. Ces petits écarts de conduite de nature sexuelle, ça, c'est... On lui pardonne? Non, je passe par-dessus. Non. Disons qu'à cet égard-là, j'ai beaucoup plus de réticence avec Trump. Tout à fait. Au moins, ouais. Non, écoute. C'est écarts de conduite. Il y en a peut-être eu plus qu'un. On est uniquement au courant de Monica. Il y en a eu d'autres, probablement. Il y en a certainement eu d'autres. Mais, ouais, non. Ce serait pas... J'ai déjà rencontré antérieurement, mais brièvement, Jacques Chirac. OK.
C'était quelqu'un qui était quand même assez grand, là, puis quand même assez imposant. Il y avait une façon de parler là, qui était quasiment majestueuse, c'est pas monarchial. Ouais. Alors, j'avais été vraiment, vraiment impressionné là, par ce type-là. Là. C'était une brève rencontre là, dans un hôtel. C'est ça. Mais en dehors de ça, j'ai jamais rencontré des grands hommes. Hein. Mais en fait, c'est drôle que vous disiez ça parce que les Français ont la réputation d'être beaucoup plus tolérants face aux inconduites là, ou aux écarts Oui. de la part de leurs dirigeants. Oui, c'est ça. Il y avait d'ailleurs un livre qui avait été écrit à l'époque qui s'appelait Sexus Politicus, donc où on relatait là, toutes les petites affaires des politiciens français. Là, c'est comme l'histoire de Mitterrand, c'est quand même extraordinaire. Hein, c'est plus que extraordinaire. Mais quand même, si tu reviens à l'époque récente aux États-Unis, quand tu regardes les écarts de Trump, c'est un petit peu surprenant, les appuis qu'il peut encore conserver. C'est incroyable. C'est vraiment surprenant. Mais en fait, mais c'est parce que c'est très fragmenté. Comment dire, la décision de voter, parfois, est basée sur un seul élément. Là. J'avais entendu une électrice du sud des États-Unis qui supportait Trump, peu importe ce qu'il pouvait faire. Là. Elle supportait Trump simplement parce qu'il allait mettre un juge conservateur sur la Cour suprême, ce qui allait permettre de limiter le droit à l'avortement. Elle le disait clairement. C'était son seul enjeu. Alors, à partir de ce moment-là, lui pouvait faire n'importe quoi, tant au niveau personnel, politique étrangère, économie. C'était seulement ça, tu sais. Donc, puis même pendant la campagne à l'époque, là, suite à la première campagne présidentielle de Trump aussi, là, des journalistes qui sont allés visiter certains États là, où Obama avait fait plein de promesses, puis il ne s'était rien passé non plus. Là. C'est comme si le fait que Trump avait l'air tellement, entre guillemets, malade, que ça peignait peut-être une image trop rose de la présidence d'Obama aussi. Là. L'héritage d'Obama, dans le fond, il y avait beaucoup de rêves, mais il n'y avait peut-être pas tant de réalité. Il n'y a pas beaucoup de réalisation. C'est ça. Avez-vous, juste pour la conclusion, avez-vous une dernière pensée avant de nous laisser ou on a tout dit? Écoute, je te résumerais ça en santé. Ça serait bien de penser à différentes façons de décentraliser le pouvoir. Et parce que je pense que il faut que tu ramènes le pouvoir, les prises de décision qui se rapportent directement au patient. Il faut que tu le ramènes près du patient. Je pense que ce qu'on a fait, c'est carrément une erreur, personnellement, de cette centralisation du pouvoir. Éloigner le pouvoir. Et puis, en plus de ça, c'est que c'est pas tout que tu as remarqué ça dans ton endroit, dans ta région, là, mais à toi, nous, dans notre région, tu sais que le pouvoir est secret. Hein. C'est un pouvoir très, 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 très opaque. Hein. Tu ne sais pas ce que les gens préparent et puis ils ne te le disent pas. Hein. Ils ont peur de parler de leurs intentions, ce faisant qu'ils vont peut-être avoir de l'opposition. Donc, la meilleure façon de gouverner sans opposition, c'est de ne pas informer. Et dans notre milieu, c'est exactement ce qui se passe. Là. C'est un pouvoir qui est très, très opaque. Et tu ne sais pas du tout ce qui s'en vient. Non. Puis en plus, si jamais tu essaies de les rencontrer pour en discuter, non. Ils discutent en vase clos. Ils ne discutent pas ouvertement de leur politique. Non, de Drummondville, mais il faut qu'on devienne plus autonome. Il faut en même temps que cette autonomie-là nous amène, si on a pensé constructive, par exemple, à développer une accessibilité aux soins qui n'existe peut-être pas nécessairement ailleurs. Moi, je verrais très bien un hôpital qui serait associé aussi à un petit hôpital, disons, privé. Peut-être privé, mais sans but lucratif, dont on a parlé précédemment, là, où certaines choses se font là, certaines autres choses se font dans l'hôpital.
mais ils ont des budgets qui sont autonomes les uns et les autres. Et puis, je verrais très, très bien aussi une structure où il y a une certaine décentralisation aussi ce que j'appellerais de l'offre de services, comme par exemple le PET-scan, comme par exemple toute forme de chirurgie laparoscopique qui existe. Là, je voudrais exemple, comme pour la chirurgie bariatrique, qu'on puisse, si on est en mesure de le faire, si on veut le faire, qu'on développe un service qui pourrait être régional, pourquoi pas provincial. Moi, j'aimerais ça, là, qu'on devienne beaucoup plus autonome et puis qu'on devienne beaucoup plus innovant. Beaucoup plus innovant. Il faudrait scinder le CIUS en deux. Ça, c'est une des demandes. Il faut absolument scinder le CIUS en deux. C'est curieux à dire, c'est une autre association qui sont en passant. Sur un plan administratif, on est Québec-Arthabasca, puis sur un plan de l'éducation, sur un plan universitaire, on est avec Sherbrooke. Alors, nous, on reçoit des résidents en médecine interne régulièrement, 5, 6 tout le temps au moins. Même affaire pour la chirurgie générale. Alors, je pense qu'ils en reçoivent aussi un petit peu en obstétrique. Je ne pense pas qu'ils en reçoivent en chirurgie, mais on est carrément dépendant de Sherbrooke pour cet enseignement-là. Et puis, pour tout le reste, on est dépendant de Trois-Rivières. C'est ça. En fait, c'est bicéphale, c'est comme organisation. Moi, je ne tiens pas à être non plus mangé par Sherbrooke, là. C'est aussi bien d'être autonome, mais les services de soins tertiaires, pour notre région, c'est quand même Sherbrooke, sinon c'est Montréal. Trois-Rivières n'offre pas de soins tertiaires. Un peu à Québec aussi, dans certains secteurs. Oui. Vous êtes à Québec, vous offrez des soins tertiaires mur à mur. C'est ça, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dessert un peu la région de Drummondville quand même. Oui, peut-être. Oui, notamment la chirurgie colorectale vient beaucoup à Québec. Un petit peu de chirurgie digestive haute aussi, là. Mais surtout la colorectale. OK. Bon, je ne savais pas ça. Bon, ben, Dr. Roux, merci. Ça fait plaisir. Ça a été très agréable. À la prochaine. Ça marche, OK, merci. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye.